la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode en confinement enregistré via Skype et on espère que ça fait partie des derniers de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un choix, toujours sur un choix, sur un produit de la culture populaire de leur choix. Et on jase aussi de Plein d'autres affaires. Hey, ça va-tu bien se dire ça avec nos nouvelles moumoutes roses, tous ensemble dans une salle et qu'on a hâte? Ça s'en vient, ça s'en vient. J'ai assez hâte de les mettre dans un petit sac de plastique, dans un petit bac de plastique, puis tout séparé, puis tout propre pour tout le monde. Ça va être merveilleux. Ben aujourd'hui, c'est l'épisode 81, les filles. Je suis votre animatrice remplaçante, Martine, et je suis en compagnie de mes co-animatrices, dont Lulu. Bonsoir, Lulu. Allô! Comment Ça va vas-tu, Lulu? Moi, ça va bien. Ça va très bien. J'ai rien d'autre à ajouter. Voilà. Tu as pris le temps de regarder plein de documentaires pour nous ce soir, je crois. Oui, c'est ça. J'ai vu plein de documentaires très intéressants. Alors, il n'y a plus d'excuses pour pas être au courant et s'éducationner. Donc, fait que la chronique de Lulu sur des documentaires. Est-ce que c'est un mot? Sur les éducationner? panthères. C'en est un maintenant. Écoute. C'est ça. On entend aussi le rire d'Iliane qui refait apparition ce soir avec nous. Bonsoir, Iliane. Oui, salut, comment ça va? Très bien, toi. Ça va bien, ça va bien. Je me suis ennuyée de vous, ça faisait longtemps qu'on s'était vus. Oui. Ben oui, c'est le fun de t'avoir ce soir. Puis tu viens nous parler de quoi? Ben moi, j'ai beaucoup écouté de podcasts et tout ça, fait que je viens vous parler de un que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Récidive. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ah ben Moi, c'est j'en ai super, entendu j'espère. parler, ouais, mais je ne l'ai pas écouté encore. Ben en tout cas, j'espère vous donner le goût de l'écouter. Puis on a Fanny aussi ce soir. Oui, bonsoir ou bonjour aux auditeurs, peu importe le moment que vous écoutez l'épisode. Je vais venir vous parler de... En fait, je suis dans une lancée de bande dessinée en ce moment. Et je vais vous parler de la bande dessinée Vers la tempête de Jean-Sébastien Bérubé. Fantastique. Puis ben moi, ce soir, je vous parle de l'essai d'India Desjardins, Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Donc, bien hâte de vous parler de ce livre-là. Puis, ben, avant de partir en nouvelles, petit rappel pour vous, auditeurs qui nous appréciez, si vous pouviez aller sur Apple Podcasts, nous donner un 5 étoiles là, pour nous donner un petit coup de pouce, ça serait grandement apprécié parce que, comme vous savez, sur Apple Podcasts, plus que tu as d'étoiles, plus que tu as de chances que de te faire trouver. Donc, on vous encourage fortement à faire ce petit geste-là pour nous. Ça serait très gentil. Moi, je suis prête à les lire aussi, là, les plus récents. Là. Si vous écrivez un commentaire, je vais les lire live. Ben, peut-être pas live, là, pas en live, mais... Pré-enregistré, là, mais quasiment en live. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, on fait un épisode spécial. Ouais. Aujourd'hui, Jordan a écrit. Facebook Live. Cool, fait qu'on part en nouvelles. Bon, mais pour commencer les nouvelles, Eliane, moi aussi, j'ai écouté un podcast que j'ai trouvé super intéressant sur audio. C'est le podcast Sugar Baby de Marie-Ève Tremblay. C'est 4 épisodes où Marie-Ève Tremblay elle a fait des entrevues avec Clémentine qui s'est faite prendre quand même à un très jeune âge avec sur le site Seeking Agreement. Puis au début, justement, il n'y a pas de sexe à y avoir. Elle fait juste accompagner des hommes. C'est super le fun, beaucoup d'argent. Puis bon, évidemment, de fil en aiguille, là, en tout cas, c'est l'enfer, là, ce qu'elle va vivre. Puis, tu sais, je pense que c'est important de l'écouter parce que personne n'est à l'abri de tomber là-dedans. Puis on peut tout avoir, justement, tu sais, des amis, des connaissances qu'on peut voir. Puis c'est ça. Puis je pense qu'il y a comme des signes et tout. Donc, je le recommande absolument. Puis, si
vous voulez aussi voir une autre histoire, là, j'ai écouté sur Netflix la série Babies. C'est 3 saisons de 6 épisodes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Baby. Ça me dit c'est quoi? quoi? C'est une série italienne sur Netflix. Puis justement, c'est un peu le même concept. C'est 2 jeunes adolescentes dans une école secondaire qui se font aussi recruter un peu dans le même genre. Puis au début, c'est juste des soirées le fun, sans sexe et tout, et finalement finissent par faire de la prostitution. Mais c'est une histoire vraie. C'est un scandale qu'il y a eu à Rome en 2013. Puis il y a eu beaucoup de politiciens puis grands hommes d'affaires qui ont été pris dans cette histoire-là. Fait que c'est vraiment basé sur une histoire vraie. La seule chose, ben, comme je dis, c'est 2 jeunes étudiantes secondaires. Fait que c'est sûr que la trame de fond, c'est un peu plus comme adolescent, là, je dirais. On voit aussi ce qu'ils vivent à l'école, leurs amours de secondaire. Mais bon, quand même, overall, c'est une série que j'ai quand même bien aimée. Donc, première petite nouvelle suggestion. Et sinon, la deuxième nouvelle que je voulais partager avec vous, c'est que Ubisoft ont sorti leur trailer pour Mario & Rabbids Spark of Hope. Puis, je suis très excitée de ça. Ça va sortir en 2022. Puis, le premier qu'il avait fait, c'est ce qui m'a attiré vers les jeux tactiques là, qui, par la suite, m'a amené jusqu'à faire les Fire Emblem dont j'avais fait la chronique, dont on avait bien ri. Puis, ils ont rajouté le personnage de Rosalina, qui est un des personnages que j'aime beaucoup dans Mario, avec ses petites étoiles. Puis, ils ont même fait des étoiles version lapin. Et c'est très drôle. Donc, je vous invite à aller voir le trailer. Puis, bon, j'ai très hâte en 2022. Je vais probablement faire une chronique là-dessus. Je pense que je suis la seule personne qui n'aime pas les rabbits, les lapins crétins là, qu'on appelle. Je sais pas, j'aime pas leur design, mais il faudrait que je joue. Écoute, il va falloir que je joue pour... je pense que ce jeu-là pourrait peut-être me convaincre. Là. Mais en version comme de l'univers de Mario, ça les rend un peu comme différents puis plus cocasses parce que, tu sais, justement, c'est comme des parodies des personnages. Fait que ouais. ils sont très drôles. À voir. Bien hâte. Ouais. Puis toi, Lulu, tu voulais nous partager des trucs aussi? Ben moi aussi, j'écoute des podcasts, hein. Ouais. Fait que... Ben, tu sais, quand on a fait le tour de Netflix, après ça, on fait quoi? On fait le tour des podcasts. Et voilà. Ah, mais là, il fait beau, là, ça s'écoute mieux dehors en marchant. Ah, mais hein? Ben, c'est ça, là, fait qu'en rentrant du travail, fait que mon frère Rémi m'a en fait découvrir un podcast qui s'appelle Evelyne et Gabriel font un podcast et c'est super bien. C'est en fait alors, laquelle est laquelle? Je veux pas me mismatch. Fait que Gabrielle, c'est une historienne Non, qui c'est va parler. l'inverse. Non, c'est l'inverse, évidemment. C'est une chance sur deux. deux. Une chance sur deux. Fait que c'est ça. Evelyne, l'historienne, parle avec sa copine humoriste Gabrielle. Puis là, c'est ça, de plein de sujets divers et variés. Fait que ça va. Je me rappelle même plus tellement je les ai tous écoutés d'une shot. Fait qu'on va parler un épisode de Catherine de Médicis, un épisode sur la Joconde, un épisode vraiment plus ciblé, par exemple, sur des créatures ou sur le corset, par exemple. Fait que c'est soit sur une période d'histoire, soit sur un personnage, soit un phénomène. Puis c'est vraiment comme une conversation. Puis c'est très, très... c'est super bien fait, là, comme c'est très, très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Fait que j'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça. Voilà. Et puis, en fait, ma machine à coudre a brisé. Alors, ma deuxième nouvelle, c'est que j'ai une nouvelle machine à coudre. Fait que voilà, tranche de vie, tranche de pain. Toujours une bonne nouvelle. Ben, écoute, Lulu, tu m'ouvres la porte à un petit commentaire qu'on a reçu, une petite question qu'on a reçue d'un de nos Patreons, Guillaume Lemay, qui demande « À quand les mini speedos pour hommes avec le logo des geekettes? » Lulu, je pense que c'est un défi pour toi, ça, là. Là, je suis en plus, ça tombe bien, parce que je suis en train de faire un bikini pour moi, puis un speedo pour Steph. Alors là, une fois que j'aurai vraiment établi la technique, je peux faire un speedo avec le logo, puis marquer Guillaume dessus, sur les fesses, en paillettes. En brodé, t'as dit? Ben, je sais pas si je peux faire du brodé, mais c'est clair que si Guillaume le demande, je vais faire du brodé. Alors, Guillaume, prends ça en note. Envoie-nous tes mensurations. Et puis, Lulu devrait te faire ça d'ici 2022.
Ouais, c'est ça. Mais Mais faut qu'il quand c'est t'envoie un une cadeau. paire de bobettes, genre, pour avoir les bonnes dimensions. Hein? Oh, bah, Propre, s'il vous plaît, Guillaume. Propre, 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 Guillaume. non, mais ça ira, hein, juste les dimensions, ça ira, ça ira. Mais je tiens à dire quand même Longueur, que, largeur, profondeur. Hein? Je tiens fait que c'est ça. à Tour de préciser. hanche, tour de hanche ici, puis tour de taille, je sais plus exactement, un petit peu au-dessus. Anyway, mais tour de taille ou tour de hanche, ça devrait suffire. Je pense qu'il va y avoir pas mal de commandes, Lulu, là, si on commence ça. Là. Oui, Ah, oui, bah tout à écoute, fait. on va bien voir. Hein. Déjà, si je réussis à en faire un, ça sera bien. C'est ça. Puis Fanny, tu chômes pas, hein, même si tu t'occupes de bébé, là. Ben non, Plusieurs j'ai nouvelles. j'ai d'autres projets aussi. On parlait de podcast tantôt. Ben, j'ai donné mon premier cours de podcast. Woot, woot. Donc, si les gens sont intéressés à suivre des cours de podcast / balado, montage et tout, je peux faire ça si ça vous intéresse. Ouais, c'est possible. Parlez-moi en Messenger et tout. On s'en reparlera. Et puis, je voulais juste dire aussi que j'ai aussi été faire un tour chez d'autres podcasteurs. J'ai été chez à la Nouvelle École des Surdoués. J'ai été invitée, on a parlé du Festival de BD de Montréal. C'est sur choc.ca, mais de toute façon, je vais mettre tous les liens là, dans nos notes là, des geekettes là, sur notre site web. Puis j'ai aussi été visiter M. Jean-François Provençal sur son podcast sur YouTube Bonne Nuit. Ça s'appelle Bonne Nuit. Comme ça, juste Bonne Nuit, parce qu'il fait ça le soir, durant la nuit. Donc, c'est ça. C'était mes nouvelles. Si vous voulez m'entendre encore parler plus, là, parce que c'est pas assez au geekette, là, vous pouvez m'entendre là. Fait que ça, c'était mes petites nouvelles de podcast. Puis, aussi, il y a 2 trucs qu'il ne faudrait pas manquer pour les gens qui s'intéressent à apprendre à coder, qui aimeraient apprendre à coder. Il y a les gens de Québec 42 qui nous ont contactés. Il y a une nouvelle formation qui se donne à Québec. Ça dure à peu près 3 ans. C'est un temps plein quand même. Donc, pour les gens qui veulent vraiment s'investir, il me semble que la formation est gratuite. C'est comme toute une genre de nouvelle école où est-ce que tu apprends toutes sortes de langages informatiques. Là. Donc, c'est 42quebec.com. Je trouvais ça intéressant pour les geekettes ou les geeks qui veulent s'informer là-dessus, là, qui veulent apprendre à coder. Il semble qu'on en a de plus en plus de besoin de nos jours de codeurs. Je dis des codeurs, mais il y a toutes sortes de termes. Ce n'est pas juste ça, des développeurs, etc. Bref, des spécialistes de la technologie de l'information. Vous savez qui vous êtes. Vous pouvez apprendre ça là. Clairement, je n'en suis pas une encore. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui, pas ce soir. Donc ça, c'était une autre de mes nouvelles. Et puis, j'ai une autre nouvelle aussi. Hein? Vous pensiez que c'était terminé? Ben non, c'est pas terminé. Quand il y en a plus, il y en a encore. Fanny Grégoire, ce feu roulant de nouvelles ce soir. J'ai dit que j'allais faire ça vite en plus. C'est pas pire à date. Donc, il y a une exposition au Musée de la civilisation à Québec. On croirait que je viens de Québec, mais non, je ne connais pas très bien Québec, malheureusement. Mais à Québec, il se passe pas mal d'affaires. Donc, cette exposition qui s'appelle « Oh merde ». Alors, c'est exactement ce que vous pensez que c'est. OK. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un truc de bande dessinée belge avec toutes les jurons de Tintin. C'est ça. Mais non, c'est ça. C'est en fait une exposition sur le caca. Donc, c'est tout à fait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, il faut que j'en parle aux geekettes parce qu'on aime beaucoup le petit emoji caca aux geekettes. Il me semble. Je pensais que c'était parce que tu étais une nouvelle maman puis que le caca faisait partie de ton univers. Parce que moi, je savais pas qu'on aimait l'émoticône caca aux geekettes. Je savais pas ça. J'ai décidé qu'on l'apprend. Est-ce que Fanny vient de nous annoncer qu'elle était scatophile puis qu'on savait pas? Je pense que oui. Oh my God. Scoop. Tranche de vie, tranche de pain. Intéressant. Oh! Donc, si ça vous intéresse, mesdames, cette exposition, je trouvais ça drôle, je trouvais ça rigolo. Je trouve que ça fait jaser. Je trouve que c'est osé faire une exposition sur le caca. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir ça. C'est à partir du 16 juin, je crois. Donc, dès maintenant, jusqu'à septembre environ. Je n'ai pas les dates devant mes yeux, mais tout l'été, vous avez tout l'été pour aller voir ça. C'est assez rigolo. Je pense que ça ferait une bonne première date. Oh, non, mais là, quand même.
quand Oui, même. oui, je pense que oui, ça brise la glace. Oui, oui. Ouais. Ben, moi, ce que je veux Après. surtout savoir, là, Fanny, c'est est-ce qu'ils ont une salle de immersive? De Est-ce que dégustation. c'est le caca de façon immersive? Je pense que on vit tous dans la vie de tous les jours une immersion avec le caca. Donc, je pense pas que c'est nécessaire, mais qui sait, peut-être que tu peux leur proposer. Va visiter l'exposition, puis s'il n'y a pas ça, peut-être tu peux leur proposer par la Oui, suite. je vais rajouter ça, tu sais, dans Vous le... devriez le- avoir le- des odeurs et Ah, un petit peu plus jeu, plus en tout cas. On ira. Hey, je pense qu'on a été assez loin avec des blagues de caca. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait Moi, que j'avais si encore plein de jamais, choses à dire, mais là, on n'a pas le temps. fait que si vous voulez aussi nous envoyer des nouvelles, vous pouvez toujours nous écrire à vie de geekette avec un S à commercial gmail.com et ça nous fera plaisir de les partager. Et également, avant de partir au show officiellement, on veut remercier encore une fois nos précieux Patreons qui nous encouragent. Merci beaucoup. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. hey Lulu, toi, tu nous amènes pas à Las Vegas, tu nous amènes au Pakistan? Oui, alors là, aujourd'hui, j'ai regardé un film qui s'appelle Showgirls of Pakistan. Fait que c'est un documentaire de 2020 réalisé par Saad Khan. Fait que ça, c'est un monsieur en fait originaire du Lahore, mais qui habite à New York. Et en fait, il a décidé de faire un portrait en fait de femmes qui font du spectacle au Pakistan, dans le fond. Donc, on s'en va en fait dans le Punjab, dans la région du Punjab au Pakistan, et on va suivre plusieurs danseuses de Mujra. Fait que là, le Mujra, en fait, c'est une danse qui date d'il y a plusieurs siècles. Fait qu'avant, les gens, ils venaient voir du Mujra comme ils venaient voir du théâtre, ok? Fait que c'est vraiment une danse sur scène. Euh, donc, on va en fait suivre 3 différentes personnalités. Il y a Afrin qui, elle va danser vraiment juste sur scène au théâtre. Fait que là, tu vas au théâtre, tu achètes ton billet, puis là, elle fait un spectacle. Ouzma qui, elle fait plus des fêtes privées, puis les promoteurs l'envoient souvent, c'est à Dubaï ou en dehors du territoire. Et la dernière, en fait, c'est quelqu'un qui avant faisait de la scène, puis maintenant, en fait, elle le fait des spectacles dans la rue, qui s'appelle Rima. Puis elle fait partie de la communauté qu'on appelle 3e genre. Fait que c'est une femme trans, dans le fond. Donc, en fait, on s'aperçoit vraiment vite, là, on est au Pakistan. Elles font face vraiment à de la censure, évidemment. Donc, juste un petit... La danse qu'elles font, là, pour nous, là, c'est vraiment... Elles sont complètement habillées, là. On s'entend, c'est manches longues. On voit juste le cou. Fait que là, elles mettent vraiment des gros... elles mettent des bijoux, etc. Mais elles ont un pantalon en dessous. C'est comme un sari indien. Hein, c'est vraiment une longue toge avec des pantalons. Et en fait, elles dansent... c'est comme un peu les danseuses du ventre, un petit peu des mouvements comme ça. Donc, des fois, il y a des mouvements un petit peu explicites. Mais elles font vraiment face à un gros backlash de vulgarité. Souvent, tout le monde dit « Ah, c'est trop vulgaire, c'est trop vulgaire ». Fait qu'il y a vraiment... si il y a des inspecteurs, en fait, dans les salles de spectacle, puis s'ils trouvent que tu fais un mouvement trop suggestif, bah, t'es banni. Fait que là, tu peux plus travailler pendant quelques temps parce que tu as fait un tel mouvement. Fait que là, il faut que tu ailles dans les plus petits théâtres ou dans des plus petites salles qui sont un peu moins sécuritaires. Donc, c'est un petit peu vraiment ça le cadre, en fait. C'est comme elles qui essayent de travailler dans un cadre ultra rigide, dans le fond. Donc, elles sont très, très méprisées, souvent, alors que quand tu regardes, les salles, elles sont combles. C'est des messieurs du sol au plafond, les salles sont comblées, mais par contre, il ne faut pas dire qu'on y va ou il faut vraiment les montrer du doigt à l'extérieur. On voit à un moment donné Afrin qui danse au théâtre, elle est invitée dans le fond à une émission de télé. Puis l'animatrice, elle a dit quelque chose genre alors nous allons demander à Afrin pourquoi ça la dérange absolument pas que son métier consiste à faire bander les hommes.
Ben voyons donc. Et ben, en fait, pour nous, pour un œil vraiment occidental, c'est comme elles sont couvertes complètement. On voit même pas leurs chevilles. Ben, on voit leurs chevilles, elles sont pieds nus, mais on voit pas les poignets. C'est vraiment comparé à ce qu'on a ici. Les danses sont pas si sexualisées. C'est très sensuel. Il y a des moves qu'elles font. Tu sais, c'est vraiment le fun à regarder là. Mais c'est très conservateur quand même. Là, ça Je reste connais très pas du conservateur. tout le type de danse. Ça ressemble-tu un peu au Bollywood ou pas du tout? Oui, 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 ça ressemble un peu, mais tu sais, le Bollywood, c'est plus des pas très sautés, puis tous ensemble. Là, la fille, elle va faire son solo au milieu, puis en fait, elle a des danseurs en arrière. Fait que les danseurs, c'est vraiment plus un petit peu comme tu verrais dans un film indien, effectivement. Mais elle est plus solo, fait que c'est vraiment un peu freestyle. Je sais pas trop comment, parce que c'est pas vraiment le Bollywood, je trouve que c'est très codé dans les mouvements, tu sais, tu revois Ouais. tout souvent. Là, c'était vraiment un mix entre Hollywood, puis de la danse un petit peu du ventre, puis de la danse un peu des hanches, fait que comme de baladi, etc. Fait que c'est vraiment un mix de tout ça. Ils montrent aussi la violence qu'elles font face. Là, il y a plusieurs filles, en fait, qui se font tirer dessus carrément pendant le show. Fait qu'elles se font Tirer tirer pendant le show des oui, balles? oui, elles se font tirer dessus, sur leurs jambes la plupart du temps, mais Ben voyons. il y en a quand même qui se font shot dead pendant des shows, là. Ben voyons donc. Oui, 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 c'est assez quelque chose parce que les gens sont armés quand même, alors, ils viennent Ils se armés. prennent. C'est comme Dalida qui voulait mourir sur scène, c'est quoi? Ben, c'est pas mal ça. Fait que là, elles sont quand même, ben là, moi je vais pas, je continue à travailler. Là, je vais pas non plus. Il faut que je continue à travailler. C'est qui paye la bouffe si c'est pas moi? Bah, faut que je continue à Hmm. travailler. Fait que, en fait, elles continuent quand même d'y aller pour en fait le backstage là, parce que j'ai regardé un show où ça parlait de gens qui font de la scène. Fait que là, ils montrent vraiment le backstage avant les shows. Puis ça ressemble vraiment à ce que nous on a ici quand on est dans le backstage. Tu sais, on parle de maquillage, puis on est bla 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 bla. Puis ça ressemblait exactement pareil. Fait que c'est assez international, hein, qu'est-ce qui se passe, en arrière-scène, ça, c'est universel. Pour le format puis le look, du documentaire en tant que tel, c'est un petit peu particulier, c'est pas du tout occidentalisé et il y a beaucoup de clips, dans le fond, des filles elles-mêmes. Donc on a vraiment beaucoup des clips qu'elles ont pris avec leur téléphone de plus ou moins bonne qualité, c'est souvent pixelisé et cetera. Donc c'est vraiment des extraits de leurs réseaux sociaux. Fait que c'est très immersif. C'est vraiment comme une archive, en fait. Fait que c'est juste des bouts de scènes de vie mis les uns à côté des autres pour dire l'histoire, dans le fond. Fait Hmm. que l'image et le look est vraiment un peu granuleux, puis c'est vraiment, assez cheesy, là. Comme ils mettent des clips, le clip est plus petit que le format de l'écran, OK? Donc le clip joue sur un arrière-plan, comme on est dans Zoom, là, quand on met un arrière-plan, là, puis que nous, on est comme ça. Mais l'arrière-plan, c'est toujours, vous savez, la galaxie, qui passe, avec des paillettes en arrière, là. Fait que c'est ça le background, par exemple, à des moments. Fait que c'est très, C'est ça fait que c'est cheesy, un là. peu kitsch, mais il a vraiment, quand tu vois l'affiche, quand tu vois tout ce qu'il y a autour, ça correspond vraiment à comment on voit l'entertainment, à mon avis, au Pakistan. Puis c'est très, c'est pas westernisé, tu sais, comme ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait fait ce documentaire-là, ça aurait pas été fait pareil du tout, ça c'est certain. Mais y Et a-tu de la puis, narration entre les scènes ou non, c'est vraiment juste non, des clips non, bout à bout? non. Ben, c'est des clips, alors c'est soit des clips de leurs réseaux sociaux, vraiment comme de ce qui se passe dans leur vie, soit c'est en fait quelqu'un qui est dans le backstage avec elles, mais c'est pas le réalisateur, parce que le réalisateur, c'est un homme, il a pas le droit d'aller dans le backstage. Donc en fait, ils avaient un point contact, donc c'est en fait une fille de l'équipe qui allait, filmer. Donc des fois, je pense qu'elle devait poser des questions, mais ça fait plus quand, la fille, elle parle à la caméra, ça fait plus comme une discussion ou qu'est-ce qu'elle pense du moment. C'est pas forcément, une question ciblée. OK. Ça c'est pas comme une interview, tu sais? Elle est juste dans son backstage, puis là, elle est en train de se mettre du maquillage, puis elle parle en même temps de sa vie, tu sais? Fait que Hmm. c'est très immersif quand même, Puis, c'est ça, donc en parlant de Afreen là, puis qu'elles ont vraiment peur de rien, fait que là, Afreen, on s'entend, les 3 femmes, elles sont à visage découvert, il y a leur nom. Alors je sais pas si c'est leur nom de scène ou pas, mais c'est quand même le nom par lequel les gens peuvent la reconnaître dans la rue. Elles sont très reconnaissables, puis là, Afreen, à un moment donné, elle était co alors là, je vais essayer de traduire en même temps que je le lis, là. Fait que là, en gros, elle dit: «Si j'étais intimidée, jamais j'aurais quitté la maison pour travailler, dans un premier lieu et si, c'était moi qui gérais le gouvernement, j'aurais tous les hommes castrés. Tous les problèmes seraient résolus.» Oh! Puis elle dit ça de même, genre visage découvert. J'étais comme:
OK, fille, là, elle en a dans la culotte, puis elle s'en fiche, là. Elle y va tête baissée. Euh, C'est elle qui est trans ou... Non, ça, c'est OK. la première qui fait plus du théâtre, dans le fond. OK. Et puis, non, c'est ça, à un moment donné, elle regarde la caméra direct dans les yeux, puis elle est genre, ils disent que moi, là, je suis vulgaire, mais en fait, men are filthy. Je suis comme, OK! Fait que non, elles ont peur de rien, là, vraiment. La personne trans, c'était Rima. Fait qu'elle, Oui. elle a plus une histoire de vie assez compliquée parce qu'elle était une star de la scène. Et tout le monde pensait que c'était une femme cis. Puis en fait, elle a été arrêtée. Et quand elle a été arrêtée pendant un spectacle, ils se sont aperçus qu'elle était trans. Fait que là, elle a été un petit peu mise au ban. Et donc, ils ont une grosse communauté très hiérarchisée de ce qu'on voit dans le documentaire. Donc, tu as vraiment comme un gourou. Puis après, tu as comme des disciples en bas. Puis il faut vraiment que tu suives ce que ton gourou il dit, etc. Puis le film sur cette histoire-là, c'était ultra du drama partout. Là. La hiérarchie pas respectée, les jalousies. Chaque gourou a un espace de la ville où il peut aller travailler, etc. etc. Fait que, elle, on voyait moins ce qu'elle faisait parce qu'elle n'était pas sur scène, elle allait dans la rue. Un de ses travaux qu'elle faisait, c'est qu'elle était payée pour aller danser puis chanter pour, vous savez, les nouveau-nés, là, juste pour porter bonheur aux nouveau-nés. Ce genre de choses. Fait que c'était quand même intéressant là, mais c'est ça. Elles ont pas froid aux yeux en tout cas là. Elles vivent pas dans la peur alors qu'elles devraient, mettons. Puis c'est assez admirable. Assez admirable. Wow. Fait que, est-ce que je le recommande? Oui. Et puis en fait c'est distribué par Vice News, Vice. Vous savez, Vice. Exactement. En fait, c'est dans le cadre de Shortlist. Fait que ça, en fait, Shortlist, c'est plusieurs documentaires qui sont gratuits à visionner sur leur plateforme. Fait que c'est à l'initiative d'un des fondateurs, je pense, du site. Fait qu'il y a plusieurs documentaires, vous pouvez aller voir, mais c'est vraiment plus ciblé comme qui donne la parole à des gens de couleur, dans le fond, je pense, de ce que j'ai vu de tout le reste. Fait que c'est des thèmes divers et variés. Donc, vous pouvez aller visionner ça directement en fait sur leur chaîne YouTube sur Vice, Showgirls of Pakistan. Et en fait, soyez pas effrayés parce que c'est 2h30 la longueur du clip, mais parce qu'il y a 1h45 de film, puis après, il y a un Q&A avec le réalisateur, puis le monteur. Okay. Alors, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que tu l'as écouté? J'ai pas écouté en entier. Mais oui, en fait, c'est le gars qui explique comment c'est arrivé. En fait, le film a été fait en 7 ou 8 années. Parce qu'ils ont dû arrêter le tournage parce qu'ils ont reçu des menaces de mort, ils ont dû changer de ville parce qu'ils se faisaient courir après les spectacles, puis ils se sont fait virer de salle de spectacle, etc. Fait que ça a été quand même un travail de longue haleine. Là. Fait que, mais c'était intéressant. Là, j'ai pas tout regardé, mais ce que j'ai regardé, c'était intéressant. Fait que c'est ça. Fait que, comme j'ai regardé ce documentaire-là, du coup, j'ai essayé de regarder d'autres films de documentaires centrés sur les femmes. Fait que j'en ai vu quelques-uns. Je vais juste vous les donner vite fait. Fait que le premier, celui que, en fait, ça m'a donné l'idée parce que l'année dernière, aux Oscars, il y a un film qui s'appelle Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl. Ils ont gagné l'Oscar du meilleur documentaire court. C'est pour ça que j'en avais entendu parler. Fait en fait, ça, c'est un film où on suit une classe de jeunes filles vraiment jeunes, là, en 12 ans et moins, qui vont à une école à Kaboul qui s'appelle le Skateistan. Le Skateistan. Et donc, en fait, c'est une initiative éducative pour amener les filles à l'école, parce que les filles, elles sont très peu scolarisées, fait que pour leur apprendre à lire, à écrire, et elles apprennent à faire du skateboard en même temps. Donc, tu suis un petit peu leur apprentissage, ça dure 40 minutes. C'était super intéressant. Puis, c'est ça, on voit vraiment la résistance des gens à envoyer les filles à l'école parce qu'après 13-14 ans, tu peux plus sortir de chez toi, à part si tu es marié, puis encore là, tu restes chez toi à élever les enfants. Fait que tu vois un petit peu la résistance des gens à envoyer leurs filles à l'école. Tu vois aussi les mères qui ont été comme moi, mais moi, je sais pas lire et écrire, puis je veux que ma fille aille à l'université. Fait que les gens qui essayent de pousser. Fait que la création de cette école-là et de cet organisme a permis en fait d'amener l'éducation à plein de filles dans le fond. Fait que c'était super intéressant à lire. Puis on s'aperçoit qu'aller à l'école, c'est vraiment pas un acquis. Fait que voilà, on s'en rappelle pas souvent.
En tout cas, Euh, à date, déjà avec tes 2 premiers films, on se rend compte à quel point on est privilégié au Canada. Ah Oui, oui. non, non, c'est fou. Là, tu regardes ça, puis t'es comme, ah oui, quand même. Fait que mon troisième film, j'ai regardé Anita Speaking Truth to Power de 2013 par Freda Limok. Celui-là, il est sur Prime, j'en suis sûre, je l'ai vu hier. Et donc, ça raconte en fait l'histoire de Anita Hill qui a témoigné devant le comité sénatorial pendant la nomination de Clarence Thomas, qui était pour être juge sur la Cour suprême des États-Unis. Donc elle a témoigné contre lui pour dire qu'elle avait été victime en fait de harcèlement sexuel au travail, ce qui était un sujet absolument pas discuté avant. Personne n'en avait parlé ni rien. Puis elle s'est pointée là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu il y a pas longtemps parce qu'il y a eu plusieurs juges qui ont été nommés. C'est quand il y a une table, puis en face, tu as comme tout plein de vieux monsieur qui posent plein de questions. Ben, maintenant, c'est un peu des messieurs et des madames, mais quand même beaucoup de vieux monsieur. Et tu as une table, puis la personne, elle est en face, puis pendant 9 heures, ils se font harceler de questions. Ben, c'est pas mal ça. Fait qu'elle, elle est venue là pour dire, ben voilà ce qui m'est arrivé. Fait que je pense pas que quelqu'un qui a fait ça devrait être sur la Cour suprême. Donc en fait, ça a été le documentaire, c'est vraiment l'histoire de sa vie pendant l'audience, puis après, qu'est-ce qui lui est arrivé après, dans le fond. Fait que c'était super intéressant. C'était de la politique américaine. Fait que moi, je connaissais pas cette histoire-là, mais c'est apparemment très connu ici. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour information, le gars, Clarence Thomas, a quand même été approuvé. Il est quand même sur la Cour suprême depuis 30 ans. Il est encore là. Fait que Non. Évidemment. c'est ça. Après, j'ai vu Dark Girls de 2011 par Dee Chansey-Berry et Bill Duke. Fait que ça, c'est un documentaire apparemment très connu. Donc, c'est vraiment des témoignages de femmes noires sur leur expérience de vie face en fait au colorisme. Fait que c'est vraiment peau claire, peau foncée, les enjeux que ça a. Donc, on parle vraiment que les femmes avec les peaux vraiment plus foncées rêvent d'avoir la peau plus claire parce que la peau claire, c'est la beauté, puis c'est l'intelligence, puis qu'elles, elles sont vues comme moins belles, puis moins intelligentes, puis moins capables. Fait que c'est vraiment comme plein de gens connus puis pas connus qui racontent leur expérience de vie. C'était super intéressant. Ça parle aussi beaucoup de relations entre noirs, puis le fait que même les hommes noirs veulent pas forcément dater des femmes à la peau plus foncée. Il faut toujours que tu aies une peau plus claire. Donc, c'est vraiment le préjudice face au colorisme. Fait que c'était super intéressant. Ils ont fait un deuxième, Oprah, en fait, a fait un deuxième épisode en 2020. Mais je ne l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir. Fait que c'était super intéressant. Là. Fait que c'est vraiment, tu vois la course vraiment à l'éclaircissement de la peau, là où elles se bleachent la peau, etc. C'est super toxique puis nocif, mais elles le font quand même. C'est pour arriver à un idéal de beauté qu'elles voient dans la représentation en fait Hollywood de films et de télévision en fait. Fait que c'est là que tu vois vraiment l'impact, même dans des pays plus reculé, même en Afrique, on va se bleacher la peau parce que on a juste accès à voir un ou deux films, puis c'est des gros films, puis c'est Angelina Jolie par exemple ou whoever, puis elle est blanche, puis tu veux lui ressembler. Fait que c'était super intéressant. Fait que Dark Girls, super beau. Un film que je veux voir que j'ai pas eu le temps, qui s'appelle Advanced Style. Fait que ça c'est de 2014 de Lina Pliolite. Puis ça en fait on suit des fans de plus de 60 ans et de la façon dont elles s'habillent. Fait que autant vous dire qu'elles sont ultra excentriques et c'est ultra fashion. Fait que ça, je veux vraiment voir ça, mais j'ai pas eu le temps. Fait que c'est ça. Et je finis en fait avec mon coup de cœur de toute cette liste-là qui s'appelle The Eagle Huntress de 2016. Donc en fait, on va suivre une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Esolpan Nurgaïv qui veut devenir chasseur à l'aigle en Mongolie. Mais la chasse à l'aigle, donc en gros, tu chasses avec un aigle. Hein. C'est pas que tu chasses l'aigle, c'est que l'aigle est ton ami et tu l'envoies sur des proies, ok. Donc en fait, c'est la chasse à l'aigle. Elle est réservée aux hommes. Il y a très peu de femmes. Il y en a, mais il y en a très peu. Donc en fait, son père, qui est un champion, un champion de chasse à l'aigle, va l'entraîner, puis en fait va la guider parce qu'elle est comme non, moi c'est ça que je veux faire, moi j'aime ça. Fait que c'est super beau. Le réalisateur en fait a fait plein d'autres films. Otto Bell, d'ailleurs, il est dans la liste de shortlist de Vice pour un autre documentaire de la liste de Showgirls of Pakistan qu'on a parlé plus tôt. Tout est dans tout, hein? Je te le dis, j'étais comme fait que
les paysages là, de Eagle Huntress sont fous. Là, c'est vraiment, on est en Mongolie, dans les montagnes. C'est vraiment comme un désert de montagnes et de neige. C'est super beau. Puis là, tu la vois cavaler sur son cheval avec son aigle sur son bras. Là, c'était fou dans la tête. Les plans sont vraiment beaux. J'ai vraiment aimé ça. Puis, en fait, on la suit parce qu'elle va. Il faut que tu aies ton aigle, OK? First thing first, il faut que tu aies ton aigle. Fait qu'elle, elle va aller chercher son aigle parce qu'il faut que tu ailles chercher ton aiglon. Fait que là, son père part avec elle, tout pidou pidou. Donc, ils vont chercher des aiglons d'à peu près 3 mois parce qu'ils peuvent rester dans le nid plus longtemps sans la mère. Fait que la mère s'en va, tu sais, elle s'en va faire ses petites affaires un peu, puis elle revient moins souvent. Fait que là, ils vont profiter que la mère est en promenade pour aller chercher l'aiglon. Fait que là, tu vois la gamine de 13 ans, son père l'attache au bout d'une corde, puis elle descend en rappel sur une montagne, là, sur une falaise, les 2 pieds dans le nid d'aigle, face à l'aiglon. Oh Puis my ouais God. ah ouais, que je t'envoie la corde autour du cou. Ah ouais, que je t'emballe ça, puis que je te ramène à la corde. Genre, la fille, elle a peur de rien. C'est fou. Puis pendant ce temps-là, son père est comme, bon, ben là, dépêche-toi, parce que la maman aigle s'en vient, là. Fait que dépêche-toi, en Oh my active. God! Juste ça, c'est une séquence qui dure peut-être 10 minutes, un quart d'heure dans le film, puis j'étais comme « Ah, mais dépêche-toi, bouge! » C'était mais tellement prenant, quoi. Puis la gamine, elle est comme « Ok, j'y vais. Oh là là, ça glisse, papa, je suis en train de tomber. » Tu sais, mais genre, j'étais comme « On dirait Girl, un puis là, jeu vidéo que tu nous décris. ça a pas d'allure. La fille, elle est malade, elle est malade. » Juste cette séquence-là, là, c'était comme meilleur que de tous les thrillers que j'ai jamais vus, là. Et puis après, elle est avec son aigle. Fait que là, son petit aiglon de 3 mois. Mais c'est un aiglon, mais on s'entend qu'il est plus gros qu'elle. En fait, on va après la suivre à la compétition où tu as plusieurs étapes. Plusieurs, comment on appelle ça? Pas étapes, mais épreuves. Donc là, elle arrive pour s'inscrire. Tout le monde rit d'elle, évidemment, parce qu'il n'y a jamais une femme qui s'inscrit au festival. Parce que c'est un festival de chasse à l'aigle. Avec un prix à la fin, c'est très prestigieux. Fait que là, elle arrive, tout le monde se moque d'elle parce qu'il n'y a pas de fille, parce qu'elle a 13 ans. Mais là, son père, là, il arrive, puis il est comme, moi, je l'inscris. Alors, OK, on l'inscrit. Puis j'avoue que personne ne rechigne pas. Là, on l'inscrit, puis that's it, that's all. Puis quand les épreuves, c'est, tu es sur ton cheval, tu tires en fait une carcasse de lapin ou d'un animal pour que l'aigle aille venir chercher ton lapin. Fait que là, ton partenaire est en haut de la montagne. Il lâche l'aigle, puis l'aigle doit aller chercher le lapin. Après, une autre épreuve, c'est ta tenue. Est-ce que tu as une belle tenue? Est-ce que ton équipement est bien mis sur toi? Comme tout ça. Fait que tu sais, t'es noté pour toutes ces catégories, un peu comme au patinage artistique. Et la dernière épreuve, la plus prestigieuse, c'est qu'il faut que tu appelles ton aigle et qu'il faut qu'il vienne drette de même en moins de 10 secondes. Là. Fait que tu as quelqu'un en haut de la montagne, toi, tu appelles ton aigle, comme ça, là, tu es sur ton cheval avec le bras dans les airs, et là, ton aigle vient sur ton bras pendant que tu es en train de galoper sur ton cheval. Là. Fait que tu es en mouvement, là. Et elle fait ça, là. Elle a 13 ans, puis elle est genre sur son petit cheval, à galoper, là, comme une folle, et puis elle lui fait « Allez, viens !» Puis là, l'aigle, il s'en vient comme un fou sur son bras, comme en dynamique, là. C'était fou dans la tête. Donc, après la compétition, on va vraiment aller voir sa première chasse à l'aigle véritable. Parce qu'évidemment, les gens sont comme « Ouais, elle a fait OK pendant la compétition, mais le vrai test, c'est vraiment si tu arrives à attraper un renard pendant la chasse à l'aigle dans les montagnes qui sont tellement froides. » Fait que là, le dernier chapitre du film, c'est vraiment, elle part avec son père pour aller chasser le renard dans les montagnes. Fait que c'est vraiment super beau. Le film est super beau. J'ai été étonnée d'aimer ça autant. La fille est folle. Son père est vraiment hot. Jamais une minute, il doute d'elle, puis il est toujours en arrière d'elle. Tout le monde se moque d'elle autour, puis lui, il est juste comme « Ouais, vous verrez. Vous verrez, elle est super bonne. Là. Vous verrez, elle est super bonne. » Fait que c'est lui, en fait, qui est son partenaire tout le temps. Pendant la chasse, on est 2 tout le temps. Pendant la compétition, on est 2. Fait que c'est toujours son père qui est son partenaire, même si c'est lui qui a été champion plusieurs fois, puis c'est lui qui devrait avoir les honneurs. Lui, il est toujours en arrière-plan de sa fille, puis il est ben fier d'elle. C'était génial. Je vous recommande The Eagle Huntress. C'était super. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais c'était très intéressant pour une fois de voir des documentaires, des vrais gens dans la vraie vie qui font des choses extraordinaires et qui ont peur de rien. Eh ben, encore une fois, Lulu, tu remplis notre liste d'écoute. Merci beaucoup pour cette chronique. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com.
Fait que Fanny, toi, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? De quoi tu vas nous parler? Je suis vraiment dans une lancée de lecture de bande dessinée, Lulu. Je suis en train de lire. En fait, j'ai lu Vers la tempête de Jean-Sébastien Bérubé. Est-ce que vous en avez un petit peu entendu parler ou pas du tout Non. de cette BD? Non, c'est correct, mais je vais tout vous expliquer ça. C'est une bande dessinée qui a été publiée chez Futuropolis. C'est un roman graphique parce que c'est quand même une bonne bible de 212 pages environ, mais ça se lit très rapidement. N'ayez pas peur du nombre de pages. Ça se lit super bien. Donc, ce qui est particulier aussi, c'est que Jean-Sébastien Bérubé, c'est un auteur d'ici, québécois, et puis il est édité en Europe. Donc, c'est sûr que si tu veux te procurer son livre, c'est un petit peu plus dispendieux parce que c'est un éditeur européen. Le livre est à 44,95. Cependant, c'est un gros coup de cœur aux geekettes. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, c'est le récit d'un tournant de la vie de Jean-Sébastien Bérubé. Donc, c'est vraiment un peu autobiographique, mais un peu très, mais c'est autobiographique. Il entame une carrière de dessinateur de bande dessinée tout en continuant à un niveau professionnel un sport de combat, le karaté. Une pratique radicale et controversée, puis c'est le karaté Kyokushin. J'essaie de lire mes notes, mais je suis un peu loin. Désolée pour si je me suis un petit peu trompée là, dans la prononciation. C'est un petit peu radical et controversé parce qu'il se bat vraiment à main nue. Donc, c'est son récit. Ouais. Ouais. Tu connais-tu un petit peu les sports de combat, Lulu? Non. Je sais juste que les messieurs, ils n'ont pas de chandail. C'est bien. Ben non, ils ont quand même leurs habits. Là. Je sais pas c'est quoi le nom. Ah oui, moi je exactement m'imagine dans les films. Là. Ouais, Bruce Lee et tout, là. Ouais. Ok. Tant Mortal pour Kombat, tout ça. moi. Tant pour moi. Non, on est loin de tout ça. Donc, je vais revenir à la bande dessinée. Hey, excusez-nous, hein, on est un petit peu funny ce soir. J'essaie d'être sérieuse. C'est quand même une bande dessinée très sérieuse, là, en plus. On est sérieux, là. On est sérieux. Oui, c'est sérieux. Donc, écoutez, c'est vraiment une superbe bande dessinée. Le dessin est plus traditionnel, c'est au lavis. Le lavis, c'est de l'encre de Chine diluée. Donc, ça va avoir des tons de gris, ça va être un petit peu plus pâle. Le dessin est très vif, c'est très sketché. C'est pas comme un dessin super comme technique. On sent que c'est plus vif et plus rapide comme ligne. Ça va être un petit peu tremblotante aussi, mais c'est parfait. Je trouve que c'est parfait pour ce genre de bande dessinée-là parce que ça va parler de tourments dans la vie du dessinateur. C'est des moments qui ne sont pas faciles. Donc, je trouve que ça fonctionne bien avec le thème de la BD en même temps, que ce soit un genre de dessin comme ça. C'est très beau. Les personnages sont super expressifs aussi. Puis, même si c'est en ton de gris, blanc, noir, ça ne dérange pas. Même que c'est très, très beau. Là. Des fois, les gens ils aiment ça quand il y a de la couleur. J'aime ma bande dessinée quand il y a de la couleur, mais dans ce cas-ci, là, ça fonctionne parfaitement avec le ton de la bande dessinée. Donc, les sujets abordés de la BD, c'est vraiment pas léger comme bande dessinée. J'aime mieux vous avertir, c'est pas du Michel Rabagliati. On va parler de trauma, de violence. On va parler des problèmes relationnels et familiaux, de la maladie, des gens qui aiment les trucs plus psychologiques. C'est sûr qu'ils vont aimer ça. Ça a l'air un petit peu dense et pas facile. Effectivement, ça l'est, mais il y a quand même beaucoup de lumière dans la BD. C'est pas juste sombre tout le long. On suit vraiment, dans le fond, l'auteur dans des événements pas faciles qu'il a vécu. C'est très, très touchant. Puis aussi, je ne sais pas si vous connaissiez un petit peu ses œuvres avant. Il avait fait Comment je ne suis pas devenu moine. Et puis, il avait aussi fait la série de bandes dessinées sur Radisson, qui était publiée chez Glénat Québec. Donc, Comment je ne suis pas devenue moine, ça ressemble beaucoup, le style de dessin. De ce que je me souviens, là, c'est quand même assez semblable. C'est chez le même éditeur. J'avais trouvé ça bien, mais cette BD-là, c'est vraiment, on est à un autre niveau. Il a vraiment perfectionné son art. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur comme bande dessinée. Il faut vraiment que tu sois un auteur très généreux puis sincère pour raconter tout cela parce qu'il va parler vraiment de sa famille, de ses parents, des relations avec les femmes aussi. Puis il va vraiment, d'un côté, il se montre pas tout le temps à des bons moments. Il va vraiment montrer à des moments où est-ce qu'il n'a pas été correct. Il va se montrer à des moments où est-ce que c'était bizarre ou c'était pas facile, ces relations. Donc, c'est pas tous les auteurs qui font ça en bande dessinée. Souvent, les auteurs ils vont montrer juste les bons côtés de leur personnalité ou ça va être un petit peu rigolo, on va faire des blagues. Puis aussi, juste
mentionner cet auteur-là, je le connais, là, c'est quelqu'un que je connais dans la vie, mais tu sais, je connaissais certaines parties, puis tu sais, je peux te dire que ça ressemble vraiment, puis c'est très proche de lui, puis que c'est pas faux comme ce qu'il dit à l'intérieur. Là. C'est très proche là, de ce qu'il raconte. C'est sûr que vu que je le connais, tu pourrais dire, ah, Fanny, tu as un conflit d'intérêts, là, mais là, je ne suis pas assez proche de lui non plus pour dire, tu sais, je l'encense, sa BD, là, je ne le connaîtrais pas, puis je ferais la même chose en ce moment, le même genre de critique. Écoutez, moi, c'est ma BD préférée. Là. Jusqu'à là, je trouve que c'est un vrai petit chef-d'œuvre. C'est sûr que c'est pas facile. Moi, à certains moments, j'ai pleuré, j'ai été émue. Tu sais, j'ai vraiment été touchée par certains moments qui arrivent. Donc, tu sais, il faut que tu sois un petit peu dans le mood là, pour lire ça. C'est pas un Astérix, là. On est vraiment à 100 000 lieues là, de Astérix. Donc, tu sais, si vous aimez vraiment le style autobiographique, tu sais, des lectures percutantes là, qui vont vous faire réfléchir, bien, vous allez beaucoup aimer ça. Aussi, ça se passe au Québec, ça se passe à Rimouski. Tu sais, les gens de la région, je pense qu'ils vont reconnaître certains endroits, c'est quand même intéressant. Donc, les dialogues sont très québécois aussi. Donc, si tu aimes ce genre de bande dessinée-là, c'est sûr que tu vas aimer ça. Par contre, c'est sûr que si tu es un petit peu plus sensible, il faut que tu sois prêt avant de la lire. Mais sérieusement, moi, c'est un gros, gros coup de cœur au Geekette, cette BD-là. Aussi, petite mention, ça parle de karaté. C'est pas vraiment le sujet principal dans la BD. C'est plus comme c'est important dans le récit, mais c'est pas de ça. Ça parle pas, c'est pas une BD sur le karaté. C'est une BD plus sur les conflits, sur les relations familiales. Donc, c'est intéressant de voir le côté du karaté là-dedans, mais c'est pas ça qu'on retient au final. C'est même si ça peut être intriguant pour les gens qui suivent des cours de karaté ou qui font du karaté, ça peut être intéressant, mais c'est pas le thème principal de la bande dessinée. Donc, mesdames, est-ce que vous avez des questions? Ben, peut-être, justement, s'il y a des sujets un peu plus durs, à partir de quel âge tu le recommanderais à peu près? Je pense adolescent, c'est correct. À peu près 15 ans, là, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème avec ça. Ça dépend évidemment de la maturité d'un adolescent ou d'une adolescente qui lit ça. Mais c'est pas... c'est un petit peu... C'est touchant, je te dirais. Plus le mot, le terme. Donc, c'est pas choquant. C'est surtout touchant et ça vient te chercher. Là. Donc, ouais, adolescent, je dirais. Voilà. Donc, je vous la suggère fortement. T'es tellement toujours claire, Fanny. Tu décris bien l'histoire, les dessins, les thématiques. T'es trop bonne pour une chronique. Écoutez, merci. Écoutez, allez lire ça. C'est super bon. Gros coup de cœur. Pitchez-vous là-dessus. Sûrement qu'il va y avoir des festivals de bande dessinée. Aussi, vous pouvez avoir un livre autographié, là, une dédicace à l'intérieur. Allez-y. Là, il fait des super belles dédicaces aussi, Jean-Sébastien Bérubé. Je le recommande à 110%. Voilà. Vous voyez comment Fanny est bonne pour une chronique? C'est pourquoi vous devez suivre son cours de podcast. Merci Martine pour la plug. Merci beaucoup Fanny. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, Geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecun.ca, geeketteavecun.ca. Eliane! Salut! J'ai hâte d'entendre ta chronique parce que là, mon backlog de podcast est presque terminé. Donc, bien hâte d'entendre ta suggestion de récidive. Ouais, ben écoute, moi, en tant que ex-radio-canadienne, dans mon jeune temps, bien entendu, j'aime beaucoup explorer toute l'offre d'audio, même si je trouve que leur nom de plateforme est odieuse. Mais bon, j'ai vu le battage publicitaire pour Récidive au début, je sais pas, ça m'a pas accroché. Puis là, tout d'un coup, dans les nouvelles, ils ont parlé d'un cas, le cas de Jean-Pierre Bellemare. Et puis là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis là, c'est là que j'ai embarqué dans Récidive.
Alors, voilà, on arrive dans l'univers de Récidive. C'est quoi? C'est un balado en 6 épisodes. Comme je vous dis, c'est présenté sur la plateforme audio de Radio-Canada. C'est un peu spécial, c'est narré par quelqu'un qui n'est probablement pas connu du tout. Elle s'appelle Manuelle Légaré. Elle, c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la télévision depuis des années, mais c'est quelqu'un qui est derrière l'image. C'est une chef recherchiste, c'est une productrice au contenu. Donc, c'est pas quelqu'un qu'on voit à l'écran. Donc, voilà. On parle de Récidive. Récidive, Radio-Can, il présente ça comme une quête sur la récidive. Mais moi, je trouve que c'est plus un balado qui parle de trahison puis de doute. Le doute des autres, mais aussi le doute de soi-même puis de son instinct. Fait que je vous mets un peu en contexte, là. Le contexte de Récidive, là, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission Deuxième Chance. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. C'était l'émission qui jouait à Radio-Canada. À l'époque, quand ça avait commencé en 2016, c'était avec Marina Orsini et Patrick Lagacé. Puis, c'était comme une espèce d'émission de retrouvailles là, avec des gens qui se cherchaient, qui se retrouvaient, des gens qui s'étaient perdus de vue et tout ça. Puis, une espèce de petite quête, une petite recherche et tout ça. Bon, fait, au début, quand ils ont commencé à faire cette émission-là, Patrick Lagacé est arrivé avec une proposition de sujet, là, mais du bonbon. Là, c'était Jean-Pierre Bellemare, qui est un ex-prisonnier, qui désirait retrouver... Lui, il y a 30 ans, là, il avait fait un kidnapping d'un adolescent pour une rançon. Puis là, ce qu'il voulait faire, c'était retrouver ce jeune homme-là, 30 ans plus tard, pour lui demander pardon. Fait que là, c'était l'histoire du criminel qui est sorti de prison depuis une couple d'années, qui a refait sa vie, qui est sobre. C'est quelqu'un qui s'exprimait bien, qui avait une belle démarche. Puis sa démarche, elle semblait sincère. Fait que là, on apprend que l'équipe de recherche avait effectué des vérifications d'usage et tout ça. Puis tout semblait beau. C'est beau, on va passer en ondes. Ils ont réussi à retrouver le jeune qui avait kidnappé. Puis là, écoute, ça a créé une émission extraordinaire. Ça a l'air, la rencontre était émotive. Les hommes, ils pleurent. Le pardon est accordé sans réserve. Puis là, wow, c'est extraordinaire. Ça démontre, tu sais, au Canada, on est beaucoup pour la réhabilitation des personnes qui sont allées en prison. Donc, c'est un exemple de réhabilitation qui fonctionne. Comme disait Dédé Fortin, toutes les matantes sont toutes contentes. C'était du bonbon pour les producteurs de contenu télévisuel. Même moi, je l'ai écouté, puis je suis pas encore une matante. Mais bref. Là, on avance 2 ans plus tard. Fait que de 2016, on arrive en 2018. Là, tout d'un coup, dans les médias, ils annoncent qu'il y a une jeune adolescente qui a été kidnappée à Bromont. Puis parce qu'il y avait une rançon qui était demandée à sa mère qui travaillait dans une banque à Bromont. Le modus operandi, c'est le même que celui que Jean-Pierre Bellemare avait utilisé 30 ans plus tôt. Puis là, plus ça va, plus les détails sortent, plus ça semble pointer vers lui. C'est la même voiture. Ils ont une photo du suspect dans le Tim Hortons, ça y ressemble super gros. La rumeur, elle commence à circuler. Il paraît que ça serait lui, Jean-Pierre Bellemare, qui aurait récidivé et qui aurait fait un deuxième kidnapping 30 ans plus tard. Donc là, c'est là où est-ce que nous, on part. On part avec Manuelle Légaré, qui se rend compte de ça puis qui fait comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Parce qu'elle, là, était productrice de contenu à l'émission. Elle avait rencontré Jean-Pierre Bellemare. Elle avait développé... une espèce de relation de confiance avec lui et tout ça. Puis là, attends, est-ce que l'homme qu'elle a rencontré, le criminel repenti, le gars qu'elle avait accepté son histoire et tout ça, le gars qu'elle a accepté de mettre en ombre, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Fait que c'est spécial un peu parce que ça t'amène à peu près dans les mêmes eaux que quand tu te rends compte que quelqu'un que tu connais, peut-être pas un de tes amis proches, là, mais que quelqu'un que tu connais a fait quelque chose d'incroyable. Fait que là, on vit dans toutes les montagnes russes des émotions, le déni, tu te poses des questions, tu fais comme, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé?
pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Est-ce que c'est vraiment lui? C'est quoi les raisons? Et tout ça. Donc, on arrive vraiment avec tout ça. Puis, en plus de ça, bon, les questions qui sont posées, c'est vraiment comme une autre question qui était vraiment importante, là, c'est aussi la question de, justement, du côté de la recherchiste, parce que elle, c'est une fille qui travaille à l'instinct, puis là, ben, elle se dit, coudonc, est-ce que je me suis fait rouler dans la farine? Est-ce que ce gars-là était sincère? Euh, Puis au début, elle est vraiment convaincue que, voyons, ça se peut pas. Puis plus ça va, plus le doute s'installe. Puis elle va vraiment faire une quête, là. Elle va essayer d'aller. Lui, il se retrouve emprisonné aux États-Unis. Son histoire, là, c'est digne d'un film, là. Fait qu'il se retrouve emprisonné aux États-Unis. Elle s'en va aller assister à sa libération. Il est retourné au Canada. Elle essaye de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Elle fait vraiment comme une quête. C'est vraiment une quête de vérité. Puis elle nous accompagne avec ça, mais plus ça va, plus elle recherche des choses, plus elle va aller chercher des trucs, plus elle parle, plus on sent sa voix devenir aiguë, plus on sent l'angoisse, plus on sent le fait qu'elle soit désespérée de cette histoire-là, puis qu'elle fasse comme « Oh my God, attends, là, ce gars-là, c'était absolument, mais absolument pas ce que je pensais. » Donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est 6 épisodes, ça s'écoute super bien. C'est à peu près 30 minutes par épisode. Effectivement, en allant prendre une marche à l'extérieur, c'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié, même si, justement, comme je le disais, ben, Manuelle Légaré, c'est pas une animatrice. Moi, je dirais que c'est comme plus la narratrice en tant que telle. Puis justement, on peut dire que ça s'entend un peu, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, si je peux faire un lien avec ce que Fanny disait auparavant, j'ai trouvé que c'était une démarche authentique. Puis justement, j'ai trouvé ça intéressant que ça soit elle qui vienne amener ça, parce qu'on sent vraiment que c'est elle qui s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que c'est comme tout un mélange de doute envers soi-même, de se demander aussi, tu sais, est-ce qu'elle a fait la bonne chose? Il y avait des questions qui étaient super pertinentes aussi par rapport à ça, parce qu'il y a un moment donné dans le podcast, je ne veux pas voler de punch, mais il y a un questionnement qui arrive avec en quoi est-ce que le fait d'avoir passé à l'émission Deuxième Chance, est-ce que ça n'aurait pas été un élément déclencheur de la récidive? Fait que là, ça t'amène une question de responsabilité extraordinaire là-dedans, puis aussi la question de la responsabilité des médias. Tu sais, quand tu mets quelqu'un, quand tu mets une histoire comme ça, puis mettons que ça n'aurait pas été ça, est-ce que si ça avait été, tu sais, on connaît ça là aussi, là, souvent dans les milieux policiers, des fois, ils essayent de ne pas trop donner de détails, par exemple, sur les meurtriers en série, parce qu'il y a le phénomène de ce qu'on appelle les copycats. Donc là, c'est les gens qui essayent de refaire exactement, qui sont inspirés par les crimes des autres, puis là, ils essayent de se faire passer pour ces gens-là, pour avoir fait ces crimes-là. Donc, ils vont aller les refaire selon le même modus operandi, justement. Donc, tu sais, c'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais elle Martine, reparle-tu tu as aussi, l'air de vouloir dire quelque chose. Oui. Elle reparle-tu aussi avec Marina Orsini puis Patrick Elle parle pas Lagacé avec... là-dedans ou non? Elle parle pas avec Marina Orsini, mais c'est un super bon point. Elle parle pas avec Marina Orsini du tout. Elle parle avec Patrick Lagacé parce que c'était lui qui avait été chercher l'histoire au début. Patrick Lagacé, lui aussi, c'est un chroniqueur à la presse. Fait que souvent, les gens vont lui partager beaucoup d'histoires et tout ça. Et c'est un bout que c'est... J'essaie de pas trop en dire non plus, parce que je veux pas gâcher votre plaisir, mais... Pas de divulgacheur, s'il vous plaît. Non! C'est ça, mais elle va quand même chercher le point de vue aussi de Patrick par rapport à l'histoire. Oui, puis on peut se poser la question à savoir, c'est quoi son rôle aussi là-dedans, tu sais, puis... mais c'est ça, fait que c'est lui qui a apporté l'histoire en tant que telle à la base, parce que c'était... Grâce à la presse, il avait déjà écrit sur Jean-Pierre Bellemare dans sa chronique à la presse. Puis là, c'est là qu'il a fait comme hey, écoute, ça serait une super bonne histoire à mettre en scène et tout ça avec les retrouvailles avec le jeune et tout. Fait qu'il y avait comme aussi une question de écoute, Patrick Lagacé l'endosse d'une certaine manière et tout ça. Et c'est hyper intéressant aussi de voir comme la manière dont ces deux professionnels de la communication-là voient de manière totalement différente cet événement-là. Parce que, bon,
Manuelle Légaré, elle est atterrée, elle doute et elle doute d'elle-même et elle doute de son instinct, alors que Patrick Lagacé, quand tout va après ça montrer qu'il s'est fait avoir par Jean-Pierre Bellemare, il est comme « Ah non, mais lui, c'est un écœurant, puis ça n'a pas de bon sens, puis tout ça. » Fait que, tu sais, il est très, très fort à le rejeter, puis à dire que c'est excusez-moi les termes, que c'est un trou de cul, puis tout ça, alors que, tu sais, on a vraiment deux versions complètement différentes. En tout cas, bref, moi, j'ai beaucoup aimé le parcours, j'ai beaucoup aimé le fait, la narration qui était très, très, très authentique, là, la manière. Bon, c'est sûr que dans les podcasts, c'est sûr qu'on sent le storytelling là, en tant que tel, là, de je pars de moi et de mes sentiments et de qu'est-ce que j'ai vécu et tout. Mais bref, j'ai trouvé ça super intéressant. Et aussi, ça, c'est le côté geek en moi. Des fois, vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis sur les geekettes, mais oui, mon petit côté geek, c'est justement d'avoir des réflexions peut-être là, sur certains trucs. Et justement, ce côté-là, c'est la question sous-jacente, justement, de la responsabilité des médias. Wow, c'était super intéressant. Puis encore une fois, bon, il y a un moment donné, je vous dirais, aussi dans la responsabilité des médias, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a écrit à Patrick Lagacé et qui lui a dit, puis encore une fois, ça fait un lien avec ce qu'on avait parlé, avec ce que Lulu avait parlé là, dans un de ses documentaires. Il y a quelqu'un qui a écrit pour dire « Hey, lui là, que vous avez présenté comme étant un modèle de réhabilitation et tout ça, il m'est arrivé des choses avec lui plus tard. » Patrick Lagacé, il a reçu le courriel, puis il a fait comme « Hey, moi, j'en reçois plein des courriels comme ça. » Fait qu'il dit, tu sais, il a fait comme « Ah, ouais, OK. » Puis il l'a tassé de côté. Puis c'est revenu le hanter plus tard, après ça, quand il y a eu des preuves de tout ça. Puis là, il a fait comme OK, ouais, celui-là, là, ça a été dur. Fait que bref, c'est tout ce questionnement-là aussi que j'ai trouvé super intéressant. J'espère que je vous ai donné le goût de l'écouter, puis j'aimerais ça qu'on puisse en reparler éventuellement. Ceux à la maison qui veulent l'écouter, si vous voulez dire si vous avez aimé la même chose que moi, si vous avez vu autre chose. Donc, je vous laisse continuer la conversation. Récidive sur la plateforme audio, 6 épisodes narrés par Manuelle Légaré sur l'histoire de la récidive possible d'un ancien criminel. Moi, je voulais juste dire quelque chose, Eliane, avant. Vas-y. Je veux juste dire que tu as ta place aux geekettes, que tu es notre geekette des médias. Voilà. Et des téléréalités. Oui, aussi. Très important. Puis, je veux aussi conclure en disant que c'est un balado puisque c'est sur Radio-Canada et non pas un podcast. Oh my God! C'est français, là. Hein? C'est important. C'est incroyable à quel point est-ce qu'à Radio-Canada... OK, là, je fais une parenthèse, là. Ouais. Je ne m'étirerai pas jusqu'à 25 minutes, je vous le dis, mais... Tu sais, c'est incroyable, ça se sent tellement qu'ils se font dire attention à ne jamais dire aucun mot, aucune expression anglaise. À chaque fois qu'il y a quelqu'un ou un invité qui va dire quelque chose, tout de suite, tu vas voir l'animateur qui va faire comme ou comme on dit en français, un balado. Hey, merci, Eliane. Ça m'a fait plaisir. Alors, Martine, ce mois-ci, tu vas nous faire une belle chronique très attendue aux geekettes. Tu vas parler du nouveau livre de India Desjardins qui s'intitule Mr. Big ou la glorification des amours toxiques. Oui, exactement. India Desjardins, qui était connue, entre autres, là, pour avoir écrit le journal d'Aurélie Laflamme. Donc, on s'éloigne du roman jeunesse avec ce livre publié par Québec Amérique. On peut se le procurer pour 23 $ en version papier ou pour 15 $ en version numérique. Mais là, écoutez, je ne peux pas commencer à vous parler du livre sans vous parler de Sex and the City parce qu'on s'entend, Monsieur Big fait référence justement au personnage Mr. Big dans Sex and the City. Bon, je pense que tout le monde sait c'est quoi globalement. Là, c'est une série culte qui a joué de 1998 à 2004. C'est 6 saisons qui sont sorties sur HBO. Suivi de 2 films, mais moi, j'en refuse un. Fait que c'est la série et un film. Le deuxième n'existe pas. Ton opinion est très tranchée là-dessus.
Ouais, non, pour moi, c'était comme une parodie d'elle-même. J'ai vraiment pas aimé le deuxième film. Fait que Non, moi, je pense que juste la série, c'est assez. c'est ça. Fait que on oublie le deuxième film. Mais écoutez, on dirait que c'est comme une série que comme beaucoup d'entre nous, tu sais, j'ai vu tu sais, quand j'étais plus jeune. Puis, mon Dieu, je me rappelais pas que ça avait commencé en 1998. Puis, tu sais, des fois, les gens vont dire justement, ça l'a mal vieilli, parce que c'est sûr que si tu l'as jamais écouté puis tu te lances là-dedans, il y a certains gags de fin d'année 90 qui sont plus le temps acceptés. Je vous dirais surtout côté, tu sais, homosexualité, peut-être, qu'il y avait des blagues un peu plus qui passeraient moins aujourd'hui. Mais tu sais, il faut se rappeler que pour ces années-là, 4 femmes trentenaires célibataires, tu sais, qui sont capables de parler de leur sexualité, leur relation amoureuse, puis c'est vraiment sans tabou. Tu sais, il y en a une justement qui vit sa sexualité à fond, elle veut pas s'engager, puis tu sais, elle ose. Tu sais, je pense que pour ces années-là, c'est quand même, ça a pu permettre de faire évoluer certains personnages, puis ça a encore sa raison d'être à le réécouter aujourd'hui. Fait que j'ai écouté, en même temps que je lisais le livre, j'ai réécouté aussi la série parce que je voulais avoir comme une perspective aussi plus nouvelle. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça l'a quand même bien vieilli, mais c'est vraiment à partir de la saison 4 que ça prend tout son sens, dans le sens que saison 1, 2, 3, c'est plus comme des épisodes individuels. Il y a comme l'histoire se continue pas tant d'un épisode à l'autre, puis on explore un peu moins, tu sais, justement, Miranda, Samantha et Charlotte. On découvre, on n'en sait pas trop sur elles, on suit vraiment plus Carrie, qui est le personnage principal, mais dès la saison 4, chacun des personnages a sa place, puis on suit chacune leur histoire, puis on vraiment plus... c'est plus comme un groupe, puis leur amitié qu'on va suivre. Puis les gags, je trouve qu'ils sont aussi un peu meilleurs. Les dialogues, ils deviennent meilleurs à partir de la saison 4. C'est beaucoup plus drôle. Fait que si vous ne l'avez jamais vu, gênez-vous pas pour le réécouter. C'est quand même, c'est encore bon, je trouve. Puis C'est le bon. grand débat pour ceux qui ont vu cette série-là, c'est est-ce que vous êtes Team Big ou Team Aiden? Qui sont les deux plus grands amours de Carrie au fil des 6 saisons. Puis là, j'ai été très surprise en débutant le livre d'India parce qu'elle dit qu'elle avait vu un sondage quand même qui avait eu beaucoup, beaucoup de répondants sur Instagram, si je ne me trompe pas. Et les gens étaient pratiquement tous Team Big. Puis moi, Big, ça n'a jamais été un personnage que j'ai aimé parce que, en tout cas, je trouve vraiment qu'il ne traite pas bien Carrie, là. Il veut toujours la revoir quand que ça va bien dans sa vie, mais quand ils sont ensemble, il veut jamais s'engager pour vrai, là. Tandis que, tu sais, Aiden, c'est une relation peut-être un peu plus stable où il voulait vraiment que ça fonctionne avec elle. Puis une des raisons pourquoi ça fonctionne pas, c'est justement parce qu'elle le trompe avec Big. Donc, on a voulu refaire le sondage aussi auprès des geekettes. Êtes-vous plus Team Big ou Aiden? Parce que je voulais voir, vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes aussi surprise que moi? On n'a pas eu beaucoup de réponses, mais par contre, celles qu'on a eues étaient plus Team Aiden. Fait qu'on peut voir que notre communauté n'est pas autant Team Big. Ouais. Moi, je suis fière de notre communauté juste pour ça. Un gars stable, on aime ça. Exact. Donc, si je reviens à son livre, je vais vous lire le synopsis là, pour commencer. C'est « La fiction pourrait-elle influencer notre perspective du monde et plus particulièrement nos relations amoureuses? En décortiquant la relation entre Mr. Big et Carrie, deux personnages centraux de la série Sex and the City, India Desjardins tente de démontrer, avec un regard bienveillant, que cette relation présentait tous les traits de la violence psychologique. Et que la finale, qui trouve encore un écho aujourd'hui dans la culture, n'était peut-être pas aussi heureuse qu'on pourrait le croire. Une réflexion tout en nuances sur les comédies romantiques et leurs impacts sur nos amours. » C'est sûr que si vous avez jamais vu Sex and the City, c'est peut-être un peu plus difficile de se retrouver
dans le livre, parce que vraiment, mettons, un chapitre dédié à Big, un chapitre dédié à Aiden. Il y a beaucoup de références à plusieurs épisodes de la série. Par contre, c'est un livre que tu lis toujours avec la section références en main, parce que elle va aussi, non seulement dans son texte, elle va dire qu'est-ce qui se passe dans la scène, puis elle va faire une traduction libre en français, mais dans la section références, tu as toujours le texte original en anglais. Puis des fois, il y a des expressions, des subtilités qui ne se traduisent pas nécessairement. Fait que, surtout si vous connaissez pas les lignes cultes de la série, au moins vous pouvez le retrouver en texte original. Toi, tu l'as écouté en anglais ou en français, Sex and the City? En anglais. OK, ouais, moi aussi. Puis c'est ça, puis justement, quand je relisais les lignes, puis c'est ça, c'est vraiment le texte intégral qu'elle a mis en ses références. Par contre, il n'y a pas juste des références de Sex and the City, il y a des références à des films de Disney, à d'autres sitcoms, à d'autres films, comme Love Actually, qui est très connu et tout ça. Fait que c'est pas que sur Sex and the City non plus. Elle décrit aussi, parce qu'on s'entend, elle, en tant comme qu'auteure aussi de romans jeunesse, elle fait aussi un peu une perspective sur d'autres livres qu'elle a écrits elle-même, puis des personnages qu'elle a créés qui est comme, peut-être que finalement, j'aurais peut-être pas dû leur faire dire ça ou faire ça. Mais bon, mon expérience aujourd'hui par rapport à mon expérience quand j'avais 20 ans est pas la même. Fait qu'elle parle, comme il y a aussi comme c'est quoi, un peu comme tu disais, Eliane, le rôle des médias? Elle va parler de ça dans son livre, puis les gens qui écrivent des séries, c'est quoi leur rôle dans tout ça? Puis est-ce que vraiment... Oui, c'est quand même intéressant, c'est très méta aussi, là, elle va parler de elle, son expérience en tant qu'autrice. Je trouve ça intéressant quand même. Oui, puis, elle aussi, c'est une série, qui est vraiment culte pour elle. Puis, des fois, ça fait mal de revoir une série puis qu'on a tant aimé pour faire comme, ouais, finalement, ça représentait peut-être pas une relation si parfaite que ça, Puis, elle va aussi chercher d'autres gens pour appuyer ce qu'elle dit, dont entre autres la psychologue Joanne Turgeon, qui est spécialisée en problématiques de violence. Puis là, avec elle, ils vont aller voir les subtilités dans les textes. Parce que, des fois, ça peut sembler banal, les dialogues dans l'épisode, mais là, elle va vraiment comme décortiquer les subtilités qui amènent vers la violence psychologique. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que il y a tellement, tellement, tellement de films où on se fait dire la même chose. Comme justement que le protagonisme, il va se faire comme traiter vraiment pas bien tout le long, mais si à la fin, comme on dit toujours, il y a le big gesture, là, puis là, il arrive là, avec toutes les fleurs puis les grosses excuses, puis juste dire, je m'excuse, mais c'est pardonné, puis là, on repart à zéro. Oui, on s'entend que c'est pas le même dans la vraie vie, là. Non, puis j'étais un peu choquée dans un sens par... Il y a aussi des commentaires des acteurs qui ont joué dans Sex and the City qui sont allés sur d'autres podcasts ou dans des magazines ou quoi que ce soit. Puis c'est comme s'ils sont comme un peu devenus leurs personnages. Puis même eux, en tant qu'acteurs, t'es comme, oui, c'est bien correct, là, cette scène-là ou tout ça. Puis t'es comme, non, mais c'est normal, c'est parce qu'ils s'aimaient. Puis ils essayent un peu de défendre leur propre personnage. Fait que c'est là qu'on voit à quel point que des fois, la fiction puis la réalité, la ligne, elle peut être mince. Puis, elle a fait aussi beaucoup de recherches dans des ouvrages scientifiques, justement, de est-ce que oui ou non, comme les films peuvent influencer notre vie réelle. Puis, c'est intéressant parce qu'il y a des œuvres qui disent que oui, des œuvres qui disent que non. Puis, elle nous présente les deux. Elle n'impose pas un choix entre les deux. Personnellement, j'aurais aimé qu'on aille des fois un peu plus loin dans ces œuvres de référence-là, parce que c'est plus comme un essai qu'elle fait. Donc, elle va nous dire, voici mon opinion, puis c'est basé sur quel livre. On explique rapidement la théorie de ce livre-là, mais on ne va pas en détail. Mais comme je vous dis, on a toutes les œuvres en référence dans le livre. Fait qu'il y en a certaines que c'est sûr que ça va m'inciter à aller lire pour aller plus loin là-dedans. Puis sinon, l'autre peut-être petit bémol que je pourrais avoir sur ce livre-là, c'est que j'aurais peut-être aimé aussi avoir un contrepoids
avec un peu les... Parce que Carrie aussi, parfois, peut avoir des comportements qui sont pas très appréciables non plus. Puis ça, on n'en parle pas. On parle plus des comportements, justement, de Big ou Eden ou quoi que ce soit qui n'ont pas été corrects, mais pas nécessairement Carrie. Puis je pense, entre autres, quand, au début de sa relation avec Mr. Big, il lui dit que, étant donné que lui, il vient de se divorcer, il n'est pas encore prêt à présenter à sa mère, qui est quand même très vieille, sa nouvelle blonde. Puis, elle trouve ça plate. Fait que là, elle apprend à quelle église sa mère et lui vont le dimanche. Fait que là, elle essaye comme de se cacher puis se déguiser. Puis là, mais là, évidemment, elle se fait prendre. Fait que là, il n'y a comme pas le choix de la présenter. Mais il la présente comme une amie. Fait que là, elle est comme fâchée un peu parce qu'il l'a pas présentée comme sa blonde. Mais d'un autre côté, il avait dit qu'il était pas prêt. Fait que Carrie aussi n'est pas parfaite dans cette relation-là. Mais de toute façon, il n'y a jamais personne de parfait dans la vie. Mais ça aurait peut-être été bien aussi d'avoir un chapitre sur certains comportements de Carrie qui sont aussi pas très adéquats. Oui, qui sont peut-être, on peut peut-être les appeler des comportements féminins toxiques, dans le fond, là. La féminité toxique, qu'on appelle ça des fois, là. Oui, puis peut-être juste pour faire un peu le contrepoids, là. Mais en soi, ça se lit super bien. C'est 150 pages. C'est pas lourd là, comme lecture. Ça apporte une bonne réflexion. Puis, tu sais, déjà, au fur et à mesure que j'avançais dans les chapitres, j'étais en train, comme je dis, j'écoute la série en parallèle. Fait que là, je suis rendue comme au début de la saison 5 là, de la série. Puis là, je remarque par moi-même dans d'autres dialogues qui ne sont pas mentionnés dans le livre, je suis comme, hey, OK, ouais, ça aussi, ça l'amène peut-être à un autre endroit. Puis on dirait que ça me fait repenser plein d'autres films que j'ai vus, puis ce qu'on nous enseigne dans les comédies romantiques. C'est ça. Fait que déjà, ma réflexion est en train de changer sur certaines œuvres. Fait que c'est sûr que c'est un livre que je recommande. Là, ça se lit très, très, très bien. Oui, je trouve ça intéressant parce que ça a l'air assez accessible. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'essais sur le féminisme. J'ai poussé ma réflexion quand même assez loin avec les années. Là, ça fait plus de 10 ans que je suis féministe. Mais d'avoir des romans, tu sais, qui proviennent de India Desjardins, qui n'est pas considérée du tout comme une autrice féministe, là, qui fait des trucs un peu plus légers. Je trouve ça intéressant parce que c'est plus accessible, justement. C'est pas, justement, de parler d'une série culte comme Sex and the City, puis de voir qu'elle a eu une réflexion là-dessus, je trouve ça super intéressant. Puis, ça va aussi aller chercher peut-être un auditoire plus jeune aussi, vu que c'est son auditoire jeunesse l'a suivi, puis c'est maintenant rendu des jeunes femmes aussi. Je parle des lecteurs et lectrices de Aurélie Laflamme, justement. Je trouve ça quand même intéressant, puis tant mieux, là, on en a besoin de réflexions comme ça, là. Oui, puis tu sais aussi, en ayant été chercher une série comme Sex and the City, qui a été vue par des millions de personnes aussi, c'est plus facile des fois de mettre en contexte une idée qu'elle veut représenter, comme je dis, dans des épisodes que tout le monde a vus à maintes et maintes et maintes fois aussi. Puis le fait qu'elle s'est aussi bien entourée, là, comme je vous dis, avec des psychologues et tout ça. Fait que non, vraiment, super œuvre. Puis shout-out, c'est mon amoureux en plus qui me l'a acheté en cadeau. Hein? Il est-tu pas parfait? Quel bon choix! Fait que bon choix de chum, bon choix de livre. Aussi, ouais. J'ai une question. J'ai souvenir, parce que j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, j'ai souvenir que Miranda était mariée ou qu'elle avait un copain avec qui elle avait ses enfants. Puis je me rappelle que Charlotte était mariée à un moment donné. Est-ce qu'on parle de ces messieurs-là ou pas? Non, pas du tout. On parle vraiment que de la relation de Carrie. Et puis pas des autres personnages secondaires. Mais c'est ce qu'en fait, aussi en réécoutant la série, c'est ça qui est drôle parce que justement, tu parles de Miranda avec Steve, avec qui elle a un bébé. Mais pour que tu saches, Lulu, Miranda, c'est une cynique qui ne croit pas vraiment à l'amour, puis que son objectif de vie, c'était clairement pas d'être avec lui puis d'avoir un bébé. Là. Ça arrive par accident. Parce que. Mais. En le réécoutant, là, Steve, finalement, on devrait tous être Team Steve. Puis je me rappelle que plus jeune, j'étais comme, mais il est même pas cute. Puis là, je le revois aujourd'hui, puis je suis comme, ben, finalement, il est beau, Steve. Puis il est fin, Steve. Fait que finalement, moi, je suis devenue Team Steve. Parce que j'ai pas vu beaucoup d'épisodes et je pense que j'ai vu l'épisode à partir du moment où elle avait son enfant. Ou ses enfants, je me rappelle même plus, pour être honnête. Et là, je me disais toujours, ah ben Steve,
correct, là. Mais personne n'en faisait jamais grand cas. Fait que je me demandais s'ils en parlaient dans le livre. Fait que Non, c'est il ça. parle aucunement de Steve, malheureusement. Mais moi, en le réécoutant, j'étais déçue de la Martine de 20 ans. Parce que j'avais pas su voir, justement, c'est ça, Le le potentiel de Mais en, potentiel de Steve. mais en Steve. même temps, là, Martine, c'est exactement comme Miranda. Tu sais, je veux dire, Miranda a jamais vu le potentiel de Steve. Pour elle, c'était comme juste un amant. Puis c'était juste genre, il n'y avait pas une grosse job. Tu sais, elle, c'était l'avocate. Lui, c'était un serveur. Il n'y avait pas beaucoup d'ambition et tout ça. C'était un bon gars, mais elle essayait de le manier pour qu'il devienne autre chose, puis qu'il rentre dans son univers. Puis lui, il est comme, non, moi, je suis qui est-ce que je suis, puis tout ça. Puis finalement, tu sais, je veux dire, c'était quand même une très belle leçon. Puis un peu comme Charlotte aussi avec Harry. Tu sais, elle était mariée avec le gars parfait, celui qu'elle rêvait depuis tellement d'années et tout ça. Puis finalement, il s'est avéré être un mari vraiment poche, puis un mariage très Contrôlant. malheureux. Puis finalement, elle s'est retrouvée avec un gars que elle trouvait pas du tout beau au début, mais ouf, là, finalement, ça s'est avéré être le mari parfait pour elle. Donc, c'est ça. Donc, ça, je comprends. Mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que là, on parle de Big, puis là, tu dis qu'il y a un chapitre sur Aiden, puis je veux dire, moi aussi, je suis Team Aiden. Comment est-ce que c'est présenté dans le livre? Est-ce qu'ils ont démontré qu'il y a quelque chose de toxique aussi avec Aiden? Ou s'ils disaient, ah, Big, il est toxique, puis Aiden, c'est le contrepoids, lui, il est comme parfait. Qu'est-ce qu'il en était dans le livre? Ben non, avec Aiden, en fait, il montre, parce que dans la série, ça peut donner l'impression que souvent Carrie et Aiden sont comme pas d'accord, puis ont souvent des frictions, alors que Carrie et Big, tu sais, c'est un peu plus fou là, comme relation, c'est plus comme on fait plein de folies, whatever. Mais justement, dans le livre, au contraire, sont plus Team Aiden, là, dans le sens que la façon qu'il règle, jamais il va éviter un conflit, il va toujours en parler, tu sais, il va essayer tu sais, de trouver un compromis. Fait qu'ils sont quand même plus Team Aiden, je te dirais. J'ai même pas suivi la série, puis moi, je suis Team Aiden déjà, là. Mais moi, j'ai Moi, jamais compris le hype de Big. Sérieusement, là, j'étais comme, je l'ai toujours trouvé imbuvable. Là. Puis il est horrible. puis là, je viens de finir justement l'épisode que une de mes phrases préférées, Samantha qui dit à Richard quand elle laisse I love you, but I love me more. Mhm. Ah! Parce qu'il l'a déjà trompée, puis elle vit sur le stress constant qu'il est en train de la tromper avec d'autres femmes. Fait qu'à chaque fois qu'elle pense qu'il est en train de la tromper, ben, elle rentre chez eux, puis là, finalement, elle se rend compte que non, ou tu sais, mais elle est en train de la rendre folle. Fait que c'est ça. Fait qu'elle laisse en y disant ça parce que finalement, elle se choisit elle plutôt que lui parce qu'il est en Mhm. train de la rendre folle. C'était C'est une de tellement mes la- phrases préférées des 6 saisons. c'était tellement la meilleure. Je comprends pas pourquoi c'est Carrie qui est censé être le personnage principal. Mais bon. Ben, tu sais que ça crée justement toute une problématique entre les actrices. Ah, je sais qu'elle saillisse, oui. Ben, qu'elle saillisse. Pas de Parce teint. que justement, ça a l'air que, tu sais, c'est supposé être, Sarah Jessica Parker qui soit au centre de tout. Et je pense que Kim Cattrall a jeté un peu d'ombre avec son personnage qui était plus loufoque, qui était plus léger, qui avait des super bonnes scènes et tout. Donc, effectivement, il semblerait Mais qu'il tu y vois, ait eu de la jalousie de plateau. ça aussi, en le réécoutant, tu sais, parce que dans ma vingtaine, encore une fois, je comprenais peut-être un peu moins Samantha. Puis là, en le réécoutant dans la trentaine, je suis comme, OK, finalement, elle est toujours là pour défendre ses amis. Tu sais, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle s'assume complètement. Fait que tu vois, ça aussi, c'est comme ma vingtaine par rapport à aujourd'hui. J'ai pas le. Je suis comme, OK, moi aussi, Samantha, finalement, c'est devenu mon personnage préféré en le réécoutant dans la trentaine. Mais parce que je pense que c'est elle le personnage avant-gardiste. C'est comme on voyait pas des femmes comme ça qui étaient Mhm. comme aussi libres avec elles-mêmes. Je trouve qu'on en voyait. Ça se faisait pas. Carrie Bradshaw était là avec ses petites robes, à sauter par-dessus les flaques avec ses talons aiguilles. Là. Comparé à Samantha, elle était là. Je trouvais tellement que
Bon, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes, mais chaque fois que je le voyais, c'était elle volait le show. Puis... Mais bon, c'est Kim Cattrall aussi. Fait que Kim Cattrall est une légende, on va se le dire. Fait que... Ah, puis bon, encore une Sarah fois, on Jessica se Parker rappelle. aussi, en fait, mais différemment. Mais je trouvais tellement que le personnage de Samantha était plus progressiste, pas progressiste, mais plus avant-garde, puis Libéré. plus frais, tu sais, comme on l'avait jamais vu ça avant, tu sais. Je Mais c'est pour trouvais. ça que je dis Je que trouvais. je trouve que ça a encore sa place comme série. Parce que quand, tu sais, quand on se remet dans le contexte que ça sortit justement à la fin des années 90, c'était un personnage quand même très d'avant-garde pour Ouais, ces années. vraiment. Fait qu'allez lire ça, les amis. C'est super. C'est ce qui conclut notre épisode 81. Donc, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez aller sur notre site web geeketteavecun.ca. C'est là que vous allez pouvoir avoir tous nos épisodes. On est également sur Facebook à la vie secrète des geekettes, Instagram, Vie de Geekette, sur Twitch, qui est un peu tranquille en ce moment. Il va falloir essayer de réactiver ça un peu à Vie de Geekette. Et on vous rappelle également notre Patreon. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez aussi nous trouver là, en tapant La Vie secrète des Geekettes ou Vie de Geekette sur Patreon. Donc, sur ce, on vous souhaite à la prochaine. Ciao! Bye bye! De quelqu'un. Et là, Steph est venu me papoter et là, j'ai coupé. Take two. Steph, tu peux pas venir faire ça pendant que je suis en train de faire ma chronique et que j'enregistre. Tu vois, t'es interdit de caméra. La caméra veut pas te voir. En plus, c'est Fanny qui fait le montage cette fois-ci. On va la faire travailler fort. Ah, je te le dis. Ok. Moi, j'aurais parlé de ma craque plus longtemps, mais bon, c'est pas grave.